Bonjour. Alors, je vais répondre à une question euh, qui m'a été posée sur une vidéo concernant Novo Nordisk. Donc, la personne, et déjà, je te remercie pour ta question. Donc, la personne ici me disait ceci. Je te trouve très sévère en disant 15 de PE. Donc, en disant que Novo Nordisk, je ne paye pas plus de 15 fois les PE. Quand tu as un tel avantage, à savoir croissance, marge, 25 de PE semble correct, d'autant plus que le marché global se paie de plus en plus cher suite à un afflux de liquidités constant, alors que la croissance du PIB va, elle, mécaniquement chuter. Dans 50 ans, un marché qui passe de 20 à 25, 25-30 de PE semble tout à fait cohérent. Les PE vont augmenter sans que ce soit surévalué et la tendance est déjà amorcée. Alors, permets-moi de ne pas être d'accord avec toi. De manière générale, pourquoi je ne suis pas déjà d'accord sur le PE de 15 sur Novo Nordisk? Je vais te dire une chose. Un, le marché a le droit de payer ce qu'il arrange. D'accord? Le marché. Mais toi, ou bien nous, les investisseurs individuels, nous avons le devoir d'acheter des entreprises à des niveaux de multiples qui nous permettent de récupérer nos sommes de départ. Ce n'est pas une course au PE, non, 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 c'est pas ça. Renverse l'équation. Certes, tu m'as parlé de. Si on parle de 15 fois les PE, je serais d'accord avec toi, 25 fois les PE, dépendamment de certaines industries. Mais ici, on parle de pharmaceutique. Comment est-ce que ce business-là se comporte de manière générale? Quand tu prends tous les leaders du secteur d'activité, tu remarqueras qu'on est aux alentours de 15 fois les bénéfices. Ce n'est pas parce que le secteur est sous-évalué, mais c'est son multiple moyen ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque que d'autres secteurs comme les logiciels ne connaissent pas, qui est celui ici de l'expiration des brevets. Oui, il ne faut jamais l'oublier. Quand tu regardes les brevets de Novo Nordisk, les différents brevets, surtout pour les blockbusters, les médicaments d'après de plus de 1 milliard et plus, tu remarqueras qu'on est à peu près à 2032, grand max. Nous sommes en 2025, disons même que 2025 est terminé, il reste quoi, 6 ans? Payer 25 fois les bénéfices, alors que dans 6 ans, il n'y aura presque rien du tout, c'est un peu difficile. Sans oublier que la compétition est basée sur les prix. Eli Lilly fait une compétition sur les prix. Et c'est parfaitement normal parce que Eli Lilly a d'autres. Enfin, le pipeline de produits d'Eli Lilly permet d'espérer un médicament, un prochain blockbuster. On peut le dire comme ça. C'est pour ça que Eli Lilly va avoir tendance à se négocier, surtout qu'au niveau du management, ils font moins d'erreurs que Novo Nordisk. Je te rends compte que Novo, je l'ai dit dans la vidéo, sont des gens qui ont abandonné littéralement le brevet au Canada. Un business qui rapportait près de plus de 2 milliards parce que quelqu'un a oublié de payer à temps. Quel genre d'erreur? Donc, ça joue également. Parce que le management est important dans une entreprise, mais de manière globale, dans les pharma, c'est 15 fois les bénéfices. Qu'importe qui, tu ne sais pas qui tu t'appelles, tu payes 15 fois les bénéfices. Tu veux voir à quoi ça ressemble les entreprises qu'on a essayé de payer à plus de 15 fois les bénéfices dans ces secteurs d'activité? Prends par exemple du PFE. Pendant la pandémie, oh, c'était extraordinaire. Pendant la pandémie, ici, beaucoup de gens disaient que c'était sous-évalué, mais c'était un business ponctuel et ça allait avoir tendance à ralentir. Donc, le compartiment Covid allait disparaître et on allait se retrouver avec les médicaments qu'on va appeler les legacy, donc ce qu'on avait à la base, à l'origine. Donc, et ces médicaments à l'origine là allaient avoir tendance à expirer. Donc, dis-toi qu'on se retrouve dans une situation où on doit normaliser les résultats. Donc, je dois plutôt me fier à ce qui était déjà, pour ce que je rapportais déjà précédemment. On était à peu près à combien? Aux alentours de 3 dollars à l'action. Donc, Novo Nordisk s'est changé à près de 53 dollars. C'était un peu trop élevé. Ensuite, tu peux prendre des entreprises comme Gilead. Euh, Gilead, aujourd'hui, c'est un médicament qui soigne, littéralement. Donc, il y a de moins en moins de patients. Et c'est un médicament qui arrive dans le domaine public bientôt. Et donc, tu peux voir ici que pendant plusieurs années, Gilead se négocie à 6-7 fois les bénéfices. Parce qu'il y a de moins en moins de patients. Et il y a de moins en moins de patients, on se rapproche de plus en plus de l'expiration des brevets. Donc, je dirais payer 15 fois les bénéfices si tu n'aurais pas eu tort de manière. Enfin, tu n'aurais pas perdu beaucoup d'argent non plus. OK? Passons, quelle entreprise encore je pourrais mentionner? Merck, qui a l'un des les médicaments les plus vendus au monde.
qui arrive à expiration bientôt, regarde à quoi elle ressemble. Elle s'est toujours échangée aux alentours de 15 fois les bénéfices malgré la croissance. Tu veux qu'on prenne une autre entreprise? Je te prends les leaders J&J. J&J s'échange à peu près en moyenne à une quinzaine de fois les bénéfices. Les fois où tu vas voir une entreprise dans les pharma s'échanger à un niveau de multiple très élevé, c'est peut-être parce que le médicament qu'elle a présentement sur le marché n'est pas encore arrivé à maturité. Donc, on a encore que de préparer la force de vente et le marché s'attend à ce que les ventes explosent. Moi, je sais, l'obésité et le diabète, ce sont des thématiques qui vont avoir tendance à perdurer dans le temps. D'accord? Et donc, en payant 15 fois les bénéfices, quelle est la probabilité que je perde de l'argent à long terme? Je ne paye pas un multiple pour payer un multiple, non. Il faut payer un multiple qui me permet de récupérer ma somme de départ. Et quand je dis 15 fois les bénéfices, c'est en sous-entendant que les bénéfices actuels soient à peu près les mêmes dans 10, 5, 15 ans. Et ça, je ne sais pas. Déjà, dans 3 ans, ça serait déjà une bonne chose. Donc, pour le moment, on peut se dire que d'ici 2030, c'est possible. Et donc, c'est déjà un moyen de commencer, c'est déjà un bon début. C'est pour ça que je n'aime pas les pharmaceutiques de manière générale. Je préfère les vendeurs d'instruments. ISRG, par exemple, tu remarqueras que ISRG peut avoir tendance à se négocier à 20, 25 fois les bénéfices et ça ne va déranger personne. Parce que c'est un business récurrent. Oui, on vend les machines, mais c'est surtout les consommables qu'on vend derrière. Donc, quand on arrive dans un secteur d'activité, il faut toujours se poser les questions par rapport à la dynamique de ce secteur. Comment est-ce qu'il fonctionne de manière générale? Et pour connaître les pharma, je sais que 25 fois les bénéfices sur une pharma, c'est généralement parce que le produit qu'on vend n'a pas encore atteint sa pleine maturité. Ou bien on a de très gros espoirs par rapport au futur. Et très souvent, comment on appelle ça? Quand on achète une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance, très souvent, on a tendance à être déçu. Il faut faire attention. Eli Lilly, au prix actuel, c'est négocié à un prix qui implique beaucoup de croissance. Idéalement, j'aimerais acheter du Eli Lilly à 15 fois les bénéfices attendus en 2027. Donc, ça sera en dessous des 500, des 600 $. Ça, c'est mon prix. Et encore, la meilleure chose même qui puisse arriver, c'est si on va aux alentours des 300. Mais je ne suis pas en train de te dire qu'Eli Lilly va là à 300. Mais je ne peux pas te dire qu'Eli Lilly est surévalué. C'est un peu comme avec Nvidia. Dans ce secteur, c'est 15 fois les bénéfices. Je ne discute avec personne. Mais actuellement, Nvidia est situé sur vend le produit le plus recherché sur le marché en date d'aujourd'hui, sur lequel ils ont un pricing power sans compétiteur. Tu penses vraiment que ça va durer pendant très longtemps? Je souhaite que ça dure. Hein. Je souhaite que ça dure. Je ne suis pas actionnaire d'Eli Lilly, je ne vous souhaite pas le pire non plus. Mais pour moi, payer 15 fois les bénéfices d'Eli Lilly, c'est beaucoup. Et donc, on m'a proposé ce prix il y a quelques mois. Enfin, j'ai même mis une certaine croissance dessus. C'était aux alentours d'une $100. Je n'ai jamais acheté du Eli Lilly, du Nvidia. Mais j'ai toujours reconnu qu'Nvidia, c'était l'une des entreprises les plus dynamiques du marché. Mais payer 25 fois les bénéfices ici, pour moi, ça ne rentre pas juste dans mes comment on appelle ça? C'est hors de mes limites, on va le dire comme ça. Oui, je vois la croissance, mais la croissance finit par ralentir. Demain, le marché va se fâcher parce qu'Nvidia n'a que fait 10% de croissance des bénéfices ou bien de revenus, alors qu'il s'attendait à 12%. Et Nvidia peut payer du 50% en une journée. C'est déjà arrivé, mon ami. Ça arrivera toujours. Toujours. Tu vas voir une entreprise comme The Trade Desk. Le jour où ils ont annoncé que la croissance allait ralentir, voilà à quoi ça a ressemblé. C'est une entreprise que je suis depuis très longtemps. Et c'est un excellent business. Ensuite, tu vas prendre une entreprise comme MKTX, qui mérite s'échanger entre 20 et 25 fois les bénéfices. Je dis bien mériter. Mais le marché m'a proposé 40 fois les bénéfices, 55 fois. Jamais de la vie. Je peux faire acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'en implique pas. Et je pense que le prix actuel n'implique pas énormément de croissance. Donc ça pourrait même être intéressant. Mais acheter du Market Axe aujourd'hui, je reconnais que je paye un prix correct. Un prix à partir duquel il y a de grandes chances que je ne perde pas d'argent. Parce que c'est ça le but, ne pas payer d'argent. Donc, quand tu as une autre entité comme UTHR, qui est également une pharma, avec des médicaments on a également un médicament qui arrive qui va arriver bientôt dans le domaine public, mais il y en a d'autres qui sont en train de prendre le relais aujourd'hui. Le marché a peur de ça. Tu vois cette courbe-là? Elle descend, elle ne monte pas. Donc, on s'attend à ce que
il y a un problème qu'il y a un problème à ce niveau. Tu penses que les gens vont attendre cette année avant de commencer avant de commencer à s'inquiéter? Non. On commence à s'inquiéter aujourd'hui. Mais cette courbe pourrait également être plutôt croissante demain. Parce qu'entre-temps, l'entreprise aura tendance à lancer certains médicaments qui pourraient, si la dynamique est bonne, représenter de potentiels blockbusters. Surtout dans son domaine de prédilection. Dans les pharma, il ne faut pas payer des multiples aberrants. Il faut toujours payer une quinzaine de fois les multiples sur le grand max ici. Tu ne viens pas me chercher à 15 fois les bénéfices, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça, je dis toujours que oui, parfois, il n'y a pas de croissance. On va le dire, c'est parce que la croissance joue énormément. Mais il faut toujours faire attention à l'expiration des brevets, la façon dont l'entreprise est gérée, le pipeline de produits. Tu me dis ici que Novo Nordisk a des marges élevées. Novo Nordisk a des marges élevées parce qu'ils investissent moins en recherche et développement que la moyenne du secteur. Ça fait peut-être dire qu'on investit potentiellement, qu'on sous-investit potentiellement. Même si ça reste quelques milliards, on n'est pas obligé d'investir un gros montant pour forcément trouver quelque chose. Il faut également se dire qu'il y a plusieurs façons de faire de la recherche et développement. On fait financer la recherche et développement. Mais il faut déjà être à l'aise avec les pharma. Moi, mon raccourci, c'est 15 fois les bénéfices et je reste là. Si on vient me chercher, si je paye bien plus que ça, c'est peut-être parce que, comme je t'ai dit, le marché potentiel sera de plus en plus élevé. On est peut-être les leaders ici avec un médicament, un médicament biologique plutôt qu'un médicament chimique. Parce que les biologiques sont parfois difficiles à copier, même quand ça arrive dans le domaine public. Tu pourrais voir ici que les secteurs qui vont même m'intéresser dans les pharma, ce sont les vendeurs de génériques. Mais c'est un secteur où les coûts de production comptent. C'est un peu comme le pétrole. Tu dois avoir les usines les plus avancées. La force de vente la plus dynamique ici, tout en maintenant tes coûts bas. Les marges seront sans doute moins élevées ici, mais on va beaucoup jouer sur les volumes. N'oublie pas également qu'il y a le remboursement, il y a également la réglementation, l'environnement politique de manière générale qui a une influence sur les prix des médicaments, comme actuellement. Il faut être prudent avec ce type d'entreprise-là. Moi, je te dirais, à 15 fois les bénéfices, tu seras toujours sauvé, qu'importe le secteur d'activité que tu vas choisir. Donc, pour les pharma, quand je vois 15 fois les bénéfices, pour moi, c'est toujours correctement évalué. Quand tu vois une entreprise comme Sanofi, c'est 15 fois les bénéfices. Mais pourquoi est-ce que Sanofi s'échange à des niveaux de multiples aussi bas pendant aussi longtemps? Tout simplement parce qu'on a un seul médicament qui tire tout vers le haut. Et donc, ça inquiète les marchés. Mais maintenant, Sanofi peut avoir tendance à racheter les actions de telle sorte que mécaniquement, le 10 fois les bénéfices d'aujourd'hui représentera à peu près, on pourra mécaniquement arriver à 15 fois les bénéfices, tout simplement parce qu'il y aura de moins en moins d'actions en circulation. Bref, c'est une façon de voir les choses qui m'est propre. Et comme je dis, tu peux vérifier, tu peux regarder, l'expérience va te montrer que, surtout check l'historique, tu verras que quand une pharmacie est négociée à ces niveaux de multiples-là, c'est toujours parce que c'est en développement. Et donc, les spéculations sont déjà là. Or, tu dois spéculer le moins possible. Et ne t'inquiète pas, tôt ou tard, le marché te donnera une opportunité d'investissement. On ne poursuit pas les opportunités d'investissement, on les attend sur place. Tu fixes le prix que tu aimerais payer sur une entreprise. Je fixe le prix. Si le prix ne vient pas me chercher, si le marché ne me propose pas ce prix-là, ça ne m'intéresse pas. Parce que mon but avant tout est de protéger mon capital. J'espère que tu comprends à peu près mon raisonnement. Tu es libre de payer 25 fois les bénéfices pour Novo Nordisk. Je ne sais pas si le marché va payer 25 fois les bénéfices demain, mais il y a de fortes chances qu'il paye au moins 15 fois les bénéfices. Pourquoi tu veux que je me casse la tête? 15 fois les bénéfices, c'est déjà bon. OK? Donc maintenant, s'il décide de payer bien plus que ça, comme je t'ai dit en début, le marché est libre de payer ce qu'il veut. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Je te montre une entreprise que j'ai en portefeuille. C'est McKesson. Tu sais que pour moi, McKesson ne doit pas s'échanger à plus de 15 fois les bénéfices. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est négocié à 20 fois les bénéfices. Tu vas te dire que c'est super surévalué. Mais on est toujours à quelque chose d'assez correct par rapport aux attentes de 2028. C'est un business prévisible. Mais quand moi, je l'achetais à ces niveaux-ci, je n'espérais pas plus que 15 fois les bénéfices. Ça ne me dérangeait pas. Pendant ce temps, l'entreprise rachète ses actions, etc. Donc, c'est à Novo Nordisk de faire le travail pour monter à 20, 25 fois les bénéfices. Ça commence par le développement de nouvelles franchises, le maintien des franchises actuelles, également ici, donc ça, ce qui sous-entend ici une meilleure dynamique au niveau ici du pipeline de produits. Mais voilà,
Mais il y a de grandes chances que Novo Nordisk survive demain. Moi, je pense que ça va aller. Maintenant, si c'est négocié à 25 fois, 20 fois les bénéfices demain, tant mieux. Mais si je dois acheter du Novo Nordisk aujourd'hui, parce que c'est facile de se masturber avec des chiffres, de dire, oh non, Novo Nordisk, vu que Eli Lilly, c'est un concurrent, on devrait s'échanger à tel ou tel. Non, je ne compare jamais un seul concurrent. On prend tout le marché dans son ensemble sur une longue période de temps. Et quand tu vois du Novo Nordisk en date d'aujourd'hui, d'aucuns ont payé 47 fois, 49 fois les bénéfices. Je ne sais pas ce que les gens pensaient à cette période-là, mais ce n'était déjà pas normal. À partir de 25 fois les bénéfices actuels, ça commence à devenir intéressant. Tu vois, même si j'avais payé 25 fois les bénéfices de 2025, je serais à $80 l'action. Ok, ce qui n'est pas loin ici du 15 fois les bénéfices, du $80 de 2027. Donc, je n'aurais pas surpayé de manière générale. C'est ça le but du game. Ne pas surpayer. Tôt ou tard, les opportunités viendront vous trouver sur place. Aujourd'hui, par exemple, tu vas prendre du Amazon qui paraît surévalué, ou je sais, dépendamment de ce que tu regardes, 37 fois les bénéfices, mais les gens ne se rendent pas compte qu'Amazon, c'est le cash flow opérationnel qu'il faut regarder. Et tant qu'il est en dessous de 15, j'achète tous les jours. Tous les jours, je ne fais que le dire. Amazon, c'est une entreprise qu'on achète matin, midi et soir. Ça fait 3 ans que je répète, enfin 3 ans. Ouais, bon, après, ça fait peut-être 2 ans et demi que je répète la même chose. Et pour le moment, ça va. Et n'achète pas juste ça parce qu'un Google sur YouTube te parle de ça. Va étudier la compagnie, regarde en profondeur et pose-toi la question, est-ce qu'on a un pricing power? Donc, les multiples, c'est bien, mais il faut savoir les regarder. Je vous ai toujours mentionné un livre ici, ça s'appelle John Neff on Investing. Allez le lire. C'est quelqu'un qui a basé tout son raisonnement sur le PER. Il ne s'est jamais cassé la tête. Tu peux également aller regarder Walter et Edwin Schloss. Ils n'ont pas écrit de livre, mais il y a assez d'articles qui parlent d'eux sur YouTube, qui parlent d'eux sur Internet. Et ce sont des personnes qui ont toujours une centaine d'actions en portefeuille, plus qu'une centaine d'actions. C'est eux qui m'ont permis de voir qu'en réalité, tout dépend du prix que tu vas payer pour une... Imagine si j'ai 100 entreprises sur lesquelles je n'ai pas payé plus que 10 fois les bénéfices. Tu penses vraiment que je ne vais pas atteindre mes objectifs financiers? Parce que mon but n'est pas de battre le marché. Je ne gère l'argent de personne. Mon but est d'atteindre mes objectifs financiers qui sont de 15% en moyenne. Donc, si j'atteins mon 15% en moyenne et que le marché fait 45%, moi, je suis content. Je m'en fous. Je suis content. Si je fais du 10% et que le marché fait moins 5%, je ne suis pas content. Parce que mes objectifs n'ont pas été atteints, même si j'ai battu le marché. Tu vois? Donc, je marche, je fonctionne. Vous, les particuliers, vous devez fonctionner en termes d'objectifs. Quand vous décidez d'acheter des actions individuelles, c'est parce que vous pensez que les objectifs, vous pensez que les attentes, ce que les ETF pourraient vous proposer ici, sont moins élevés. La performance est moins élevée que ce que vous attendez de manière générale pour atteindre vos objectifs. Ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. En moyenne, c'est 8 à 10%. C'est par là qu'il faut commencer. Or, les dernières années, c'était une très belle chose. Les acheteurs d'ETF ici ont vécu de très belles années parce que la pondération dans la tech est très élevée. Et tu m'as parlé d'une chose également. Tu disais que les marchés potentiellement sont plus élevés à 25 fois en moyenne. Non, on ne paye pas une entreprise par rapport à la moyenne du marché. C'est la moyenne du secteur. Et je te dirais même la moyenne du sous-secteur. C'est pas pour rien que je passe mon temps à faire des analyses sectorielles. Vous pensez que je suis fou? Non. C'est comme ça que ça fonctionne. Intéressez-vous aux entreprises dans leur secteur d'activité, la façon dont elles évoluent. Il y a des entreprises très particulières qui ne méritent même pas s'échanger. Pourquoi les banques ne s'échangent pas à plus de 15 fois les bénéfices? Pourquoi il est même préférable de les acheter à 10 fois les bénéfices? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Pourquoi dans le segment des logiciels, je peux payer 25 fois les bénéfices les yeux fermés? Donc, chaque secteur est différent. Et la manière de l'aborder, la façon dont vous allez aborder un secteur ici va dépendre, ça va influencer vos rendements futurs. Parfois, il faut se poser la question de savoir, est-ce que j'ai eu un coup de chance? Est-ce que j'ai gagné de l'argent par chance? Ou bien parce que j'ai un certain savoir-faire? Donc, dans les pharma, c'est 15x. Tu as le droit de payer ce que tu veux, mais à chaque fois que tu payeras 15x, il y a de fortes chances que tu ne perdes pas d'argent. Et c'est la règle numéro 1, c'est de ne pas perdre d'argent. La règle numéro 2, c'est de ne pas oublier la première règle, qui est de ne pas perdre d'argent. Donc, tu aurais également pu me poser cette question dans le club. Je rappelle que dans le club, j'ai tendance à faire au moins un live par mois ici. Le club, l'accès est gratuit. Et comme je l'ai mentionné ici sur certaines vidéos,
Je pense qu'il reste 3 places dans le club. C'est gratuit. Je ne veux pas avoir beaucoup de monde dans le club, tout simplement parce que je préfère travailler avec ceux qui vont participer. Ceux qui ne participent pas, je vais avoir tendance à ouvrir des places au fur et à mesure. Je ne sais pas s'il en reste, à ma connaissance, il reste 3 places dans le club. Parce que voilà, je ne vais pas me retrouver avec 1000 personnes, etc. Mais je veux surtout uniquement bosser avec des personnes. Et quand je dis bosser, c'est je réponds à vos questions une fois par mois. C'est juste ça. D'accord? Je réponds juste à vos questions et ça s'arrête là. Je ne vais pas vous envoyer X ou Y parce que je préfère réserver la majeure partie de mon temps à mon programme d'accompagnement ainsi qu'aux membres ici du Top Premium. De toute façon, je n'ai même pas beaucoup de temps pour moi-même parce que je dois lire les rapports financiers, écouter les conférences calls. Donc, sur ce type d'entreprise, doute de tout. Va regarder toi-même. Si tu t'intéresses au pharma, regarde à peu près à quoi ça va ressembler. Maintenant, par rapport regarde à peu près à combien est-ce que ça s'est négocié en moyenne sur une longue période de temps. Prends les entreprises leaders et pose-toi les bonnes questions. Maintenant, par rapport à la croissance du PIB mécaniquement chuté, moi, à la fin, la loi des grands nombres, à la fin de la journée, on ne pourra pas faire plus que ça. So, ça, par contre, je ne peux pas contrôler ce que voilà, je peux pas contrôler à quoi va ressembler le PIB demain. Je ne prends jamais mes décisions par rapport à la macroéconomie, même si la macroéconomie inhérente à mon secteur d'activité peut influencer mes décisions d'investissement. Mais je ne vais pas aller me dire ici que ouais, le PIB est là, le chômage est ici, non. Opportunité d'investir, tôt ou tard, le chômage, ils vont avoir tendance à s'arranger là-bas. Ça, ce n'est pas mon travail. Le but ici est de payer le moins d'argent possible et surtout d'identifier les risques quand je décide d'investir sur X ou Y. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur le sujet. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le Top Premium et le service d'accompagnement ici en description de la vidéo. Et si tu as des doutes, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que j'ai mentionné tantôt, voilà, sois libre. Et merci pour ta question.